faire, je vais commencer par faire l'appel. Donc, Stéphane Boutillier présent, Hélène Boudon présente, Claude Bouillon présent, Isabelle Fourbon présente, David De Rossi présent, Catherine Patu présente. Toujours à l'heure. Pierre Conti, absent, et a donné le pouvoir à Catherine Patu qui accepte. Monique Durand-Prada, présente. Sylvain Herman, excusé, donne pouvoir à Tonton. Martine Munoz, présente. Sophie Delay, présente. Didier Sturma, excusé, et donne pouvoir à Isabelle Furgon qui accepte. Lisa Hazard, présente. Michel Comronde, il est là. Cynthia Coutu, Vincent Petitjean, présent. Monique Moreno, présente. Pascal Pierre-Lerocourt, présent. Patricia Beaumont-Brun, excusée et donne pouvoir à Isabelle Furgon qui accepte. Pierre Sureda, présent. Peppa Kaemen, présente. Thierry Barthélémy, présent. Michel Manuel, excusé, donne pouvoir à David De Rossi. Christophe Manca. Éric Boucourt, présent. Régine Béal, excusée, et donne pouvoir à Joël Bentejac Braille. Je conclue. Bien, Francisco, excusé, et donne pouvoir à Eric. Serap Alph, excusé, et donne pouvoir à Farid Alaïd. Qu'il accepte. Joël Bentejac, donc en train d'arriver. Farid Alaïd, présent. Pierre Joyeux, présente. Clara Boinan, présent. Et Annie Chevalier, présente. Alors, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 avril et vous dire que le secrétaire de séance, dans l'ordre du tableau, est Pascal Caillou-Recourt. Et donc, je laisse la parole à Pascal Caillou-Recourt pour faire approuver ce procès-verbal. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je soumets à votre approbation le procès-verbal du conseil municipal du 25 avril 2022. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Pascal, quel professionnalisme. Nous allons poursuivre avec les délégations du maire. Je vais annoncer les différentes DCM. Donc la DCM 2022-15, il s'agit d'une réfection de peinture suite à un dégât des eaux avec l'entreprise TPS pour un montant de 6 808,98 €. La DCM 2022-27, il s'agit d'un contrat de prestation de service pour rechercher des financeurs et sponsors dans le cadre de la Pamparina. Le titulaire obtiendrait une commission de 14% du montant des sommes contractualisées par la Ligue de Thiers. La DCM 2022-28, il s'agit d'un avenant à un marché de fourniture suite aux augmentations tarifaires. La DCM 2022-29, il s'agit de travaux de mise en sécurité du bâtiment 3 rue du Roll avec suite à un arrêté de péril imminent et pour un montant de 106 548 €. La DCM 2022-30, il s'agit d'un remplacement de 2 centrales de traitement d'air sur les Sables Gilbert et Tourniac pour un montant de 35 705 €. La DCM 2022-31, il s'agit de travaux de mise en sécurité suite à un arrêté de péril sur le 55 rue Mancel-Chabot pour un montant de 129 780 €.
La DCM 2022-32, il s'agit d'un marché de services suite au vote de la modification du plan local d'urbanisme du 7 février dernier, avec la société Réalité des Cœurs pour un montant de 10 470 €. La DCM 2022-35, il s'agit d'une réalisation pour le 14 juillet d'un spectacle technique pour un montant de 8 000 € annuel et sur une base de 3 ans. La DCM 2021-36, il s'agit d'un marché de mission sécurité pour la protection de la santé et des missions de contrôle technique pour un montant de 4 120 €. Y a-t-il des questions ou des... Merci beaucoup. Plusieurs, monsieur le maire. Concernant les deux périls propriétaires sont identifiés, je suppose, est-ce qu'il était abordé la question d'un éventuel abandon de la propriété à la commune compte tenu de l'importance des travaux? Est-ce que ce sujet a été engagé? Alors, pour les périls dont on parle ici, ce n'est pas des bâtiments qui nous intéressent particulièrement. Alors, pour être tout à fait clair sur la question, dans le cadre d'un profil, vous savez que les sommes sont inscrites en recettes en dépenses, et que ce sont des sommes qui sont mises en œuvre, dans la mise en œuvre requiert en fait une mise en sécurité, mais non pas des travaux de fond par rapport au bâtiment. Dès lors que l'on achète, et ça a pu nous traverser l'esprit sur un certain nombre de bâtiments qui peuvent paraître au moins à première vue comme intéressant stratégiquement, ça veut dire qu'en général, on payerait contre la somme avancée pour les travaux, en partie, ou au moins pour une partie d'entre elles. Et à l'heure actuelle, même ces bâtiments stratégiques, on n'a pas trouvé on n'a pas réussi à être en accord avec les propriétaires qui auraient pu pouvoir nous vendre des biens dont je fais référence ici. Nous ne pensons pas que ces deux immeubles-là soient stratégiques pour la mairie. Enfin, l'idée, c'est ensuite de les rétrocéder à quelqu'un qui en fait quelque chose, un investisseur, ou pour raser, pour faire un square, tout ça. Enfin, en tout cas, maîtriser le foncier est en soi intéressant, à condition que ça soit très peu onéreux et qu'on puisse déduire de la valeur de l'immeuble les travaux de consolidation engagés. C'est rarement le cas. En fait, les travaux engagés sont très largement supérieurs aux sommes dont il est question ici, parce que là, on est vraiment sur de la sécurisation. C'est des périls imminents, on n'est pas du tout sur une réhabilitation qui demanderait beaucoup plus de sommes d'argent. Et pour les différents bâtiments, donc effectivement, on peut servir de transmetteur d'une certaine manière avec les agents privés, mais si on faisait ceci, on prend le risque avec nous, et parfois, au vu des différents périls, c'est pas forcément quelque chose qui nous semble la meilleure des solutions. On préfère, quand c'est possible, interroger les investisseurs possibles et les renvoyer vers les propriétaires dont il est question, plutôt que de prendre pour nous la charge et surtout le risque inhérent à ce genre de bâtiment. Par contre, sur des bâtiments qui ont une vocation stratégique, on pourrait retourner après dans le privé, mais là pour le coup on est prêt à au moins discuter sur ce genre de dossier. Ça on entend bien. Hein. Simplement les sommes là, des paiements qui sont quand même conséquentes, 130 000 € là par exemple, dans un très grand nombre de cas, c'est perdu parce qu'on ne récupérera pas. Donc si en échange on pouvait avoir le transfert de propriété, qu'on en fasse quelque chose ou pas, en soi c'est une possibilité. Si ça reste la propriété de celui qui a laissé ruiner l'immeuble, on va se retrouver avec un truc certes étayé, ça peut durer longtemps. Enfin, on ne va pas le traiter ici, mais je pense quand même qu'une réflexion sur le sujet pourrait être intéressante. Alors,
Encore une fois, budgétairement, c'est loin d'être neutre comme opération, parce que ça veut dire que ce qui est inscrit en recettes et en dépenses va être désinscrit de la partie recettes. On passe du budget annexe terrible sur le budget général, puisqu'on prend d'une certaine manière, on rachète au prix, par exemple, ici ce serait 129 780 €. On rebascule sur le budget général et on a en contrepartie, on peut l'intégrer sur le patrimoine, mais on ne peut pas l'intégrer sur la partie budgétaire. Et encore une fois, nous, on a été capable, et c'est aussi le sens, on a eu une conversation l'autre jour lors de la présentation du député Chassaigne, nous, on n'est pas capable de prendre à l'heure actuelle tout ce que l'on a engagé. Si budgétairement on devait le porter, on parle de plus de 2 millions d'euros, la ville de Thiers n'est pas en capacité de reprendre l'ensemble. Alors j'entends ce que vous dites, parce que parfois il vaut mieux avoir au moins le patrimoine, parce que de toute façon on ne recouvrera pas les sommes, sauf que même dans cette optique-là, parfois, budgétairement, à l'heure actuelle, ça risque d'être compliqué de reprendre des patrimoines à venir. On comprend, monsieur le maire, et on le partage, et ça renvoie à l'idée d'une réflexion et d'évolution législative et réglementaire dans ce domaine qui nous reste très nécessaire. Ensuite, on voulait savoir pourquoi cette modification de PLU, faire un cabinet, c'est une modification pour une entreprise, pour un projet d'utilité publique. Alors, on a voté lors d'un conseil municipal de mémoire, ça doit être en février de cette année, la modification avec ces 3 modifications sur 3 zones différentes qui concernent pour l'un un industriel, pour l'autre, on va dire, une personne qui travaille sur un métier de bouche, et le troisième, c'est un agriculteur. Et donc, on a besoin d'être accompagné parce que, clairement, au sein de l'équipe d'urbanisme, au sein de la mairie, on n'a pas non plus. Ça renvoie à ces 3 affaires déjà votées. C'était pas explicite dans le texte, on peut le savoir. Et les dernières choses, la prolongation de la mission de coordination de sécurité, c'est pour une durée de 8 mois, si j'ai bien compris. Sur quelle partie? La DCN 36. La dernière, c'est un avenant. Oui. On est sur un avenant, et c'est pour la mission de contrôle qui porte, en fait, on est sur 4 120 € et qui porte le marché à 16 691 €. Oui, mais elle est prolongée dans le temps, cette mission. De 4 mois, 8 mois, je n'ai pas bien compris. Je suis sur la médiathèque. Je ne saurais pas exactement dire la durée, mais c'est le fait que le chantier prenne plus de temps à être livré qui fait qu'on est obligé de payer le contrôleur technique pour une durée plus longue. C'est une régularisation. Oui, tout à fait. Ça ne signifie pas un nouveau report de l'ouverture. Non, pas du tout. D'ailleurs, la question sur le chantier médiathèque, on l'a déjà exprimé lors de du dernier conseil municipal. On traverse des difficultés et on va de report en report parce qu'on a une entreprise qui a fait faillite. En plus, une partie importante parce que du coup, il y a eu des infiltrations d'eau en conséquence à la faillite de cette entreprise. Donc très clairement, le chantier a pris du retard et on est sur une phase, on va dire, un peu d'interrogation et de mise en tension avec le maître d'œuvre. Annie Chevalier. Oui, merci. Je voudrais revenir sur la DCM 32 par rapport aux modifications du plan local d'urbanisme et de recours à un cabinet extérieur pour réaliser ces modifications. Donc, on a eu les explications qu'on avait demandées en réunion de préparation. Cependant, moi je pose la question de savoir si
notre impossibilité tout de suite en interne de réaliser ces modifications, elle sera pérenne ou si il est envisagé d'étoffer, je sais pas, d'articuler un peu plus le service pour que ça soit étudié en interne. Et puis aussi les conséquences sur les porteurs de projet, ça reporte 4 mois encore plus la réalisation de leur projet, de leurs investissements. C'est ça qui est un peu dommage. Alors, très clairement, hein, on est en sous-effectif au sein de l'urbanisme. Simplement, à l'heure actuelle, on est en train de voir les conséquences de l'évolution du point d'indice. Sur Pierre, on ne l'a pas encore fait, mais sur Pierre dans les montagnes, on l'a fait. C'est une augmentation de 400 000 €. Et au vu de la masse salariale de Pierre dans les montagnes, pour une ville comme Pierre, à mon avis, ça peut être facilement de l'ordre de 500 000 €. Alors, on va faire les calculs exacts pour savoir où on en est, mais à l'heure actuelle, on est en train de voir les conséquences de tout ce qui est engagé au niveau national. Et moi aussi, j'aimerais pouvoir recruter sur ce poste-là et sur d'autres en particulier. Mais tant qu'on n'est pas un peu au clair sur les perspectives financières liées à des décisions qui ne nous concernent qu'indirectement, mais assez fortement, je souhaite qu'on ne prenne pas une décision trop hâtive, parce que malheureusement, les finances de la ville ne le supporteraient pas. J'entends bien cet argument, mais c'est la deuxième partie de l'interrogation sur les délais rallongés pour les porteurs de projets. À l'avenir, il faudra anticiper. La question qu'aura tranché ce conseil municipal, hein, c'est la question financière. À l'heure actuelle, on a réussi à tenir un budget dans un cadre très contraint. Au fur et à mesure des difficultés qui sont devant nous. Je parle ici de conséquences qui sont d'ailleurs plutôt, d'un point de vue politique, moi je pense qu'on ne peut pas ne pas augmenter les fonctionnaires au vu de l'inflation telle qu'elle existe aujourd'hui. Je suis en train de remettre en question la décision telle qu'elle a été prise, mais ça a des conséquences financières. Et de ce que je sais, à l'heure actuelle, on n'aura pas en parallèle une hausse des dotations au niveau de l'inflation. Et ce qui est annoncé, c'est même plutôt une baisse. Donc c'est là où il y aura une réflexion et je souhaite moi être tout à fait transparent sur les difficultés qui nous assaillent et qu'il faudra, d'une certaine manière, je souhaite que l'opposition soit un moment associé pour qu'on puisse mettre sur la table l'ensemble de ces problématiques qui sont des problématiques lourdes pour la ville. Malheureusement. Armonin. Oui, monsieur le maire. Donc, indépendamment de ces modifications, je crois qu'on avait eu un petit peu le débat ici au conseil municipal. Est-ce que vous avez prévu une révision du PLU, donc qui est une démarche par rapport à la modification un peu plus profonde? Parce que, bon, il a été dit, et puis bon, je pense qu'on le constate, vous le constatez aussi dans le projet d'aménagement, que la précédente version, qui a déjà 12 ans, commence à être un peu obsolète par rapport à nos besoins d'aménagement. Il y a cet argument-là, et il y a un autre argument qui poussait à la révision aussi, à une démarche un peu plus profonde, c'était la mise en conformité aussi avec le SCOT. Après, sans tirer le tiroir du PLUI, donc PLU intercommunal ou non, je crois qu'on a aussi nécessité peut-être aujourd'hui, après 12 ans, 13 ans de la précédente révision, d'engager peut-être une révision plus profonde pour amorcer les années à venir et l'aménagement et le développement qui doit être celui d'une ville comme la nôtre. J'avais déjà eu l'occasion de répondre à cette question au sein de ce conseil. Effectivement, il y aura une révision pour mettre en conformité avec le schéma de cohérence territoriale du livre à la forêt, et puis aussi pour porter une ambition au sein de la ville. Je sais que David De Rossi est très attaché, et moi-même aussi, parce que au travers d'un document d'urbanisme, c'est aussi d'une certaine manière
un ordre que l'on se donne, qui permet aussi de prendre en compte les grands défis du moment, c'est-à-dire à la fois répondre aux défis environnementaux, aux défis économiques, les défis même en termes d'habitat, donc social. Et tout ça doit être pensé sur, à mon avis, un document d'urbanisme, c'est à peu près 3-4 ans de travail en profondeur, de manière à pouvoir répondre à la tâche qui est la nôtre. Alors, normalement, la loi nous oblige à faire une révision de mémoire 1 an après la mise en application du schéma de cohérence territoriale. On veut dire qu'on est déjà plus dans les clous, mais on n'est pas les seuls, hein, pour le coup. C'est l'ensemble du livre de forêt qui est dans cette position. Et vous comprenez bien qu'en tant que président de parc, je ne peux pas ne pas montrer l'exemple. Donc c'est aussi la deuxième raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse initier rapidement. On a inscrit d'ailleurs des sommes en ce sens au sein lors du vote du budget, de manière à pouvoir commencer cette révision sur les 4 prochaines années. Merci. Bonsoir tout le monde, excusez-moi pour mon retard. Du coup, je peux rapidement revenir sur une DCM qui concernait la rue du Roll. Est-ce que vous pourriez nous préciser pourquoi la grue a été enlevée, mais est-ce que le bâtiment a été déconstruit à partir en... Enfin, tu vois de quoi je parle. Alors oui, il y a une partie, d'évolution qui était prévue au départ. On a dû changer en cours d'opération la façon dont on allait gérer le chantier pour des raisons de coût et des raisons de responsabilité et d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, on espérait se servir de la grue pour faire monter dans le godet de la grue des ouvriers qui allaient s'occuper de la partie démolition à l'arrière de l'immeuble. Alors il y aura un arasement quand même, je ne peux pas t'expliquer en détail ce qui va être fait, mais en l'occurrence la grue a été enlevée puisqu'elle n'était pas conforme en fait voilà, pas conforme pour l'utilisation d'une nacelle parce que c'était pas sécuritaire pour les ouvriers qui allaient travailler dans cette nacelle par l'inspecteur du travail, etc. Donc du coup, on a dû changer notre fusil d'épaule et on passe sur un autre procédé qui va nous permettre de continuer les travaux. Et normalement, les travaux aux 3 rues du Roll seront terminés totalement fin juin. Donc vous avez pu voir un merlot qui a été posé sur la rue Alexandre Dumas il n'y a pas très longtemps, qui va être retiré très bientôt. Okay. Donc le bâtiment va toujours être déconstruit. Il sera déconstruit partiellement, mais on va refaire une toiture en bac acier comme celui qu'on a fait sur le 7 rue du Roll. Ok. Bon, merci. Je peux continuer sur la même. Cette rue est quand même restée plusieurs mois. Dans cette rue qui a été fermée pendant plusieurs mois. Je n'ai pas vu moi, peut-être très près. Donc ça a quand même dû avoir un coût et ça ne servait à rien du tout. Alors est-ce qu'on peut savoir le coût? C'est une innovation, non? Si, ça a servi. La grue n'a pas servi uniquement pour le 3 rue du Roll. On a eu 2 périls dans cette rue, le 7 et le 3. Donc la grue a permis de faire les travaux sur le 7 rue du Roll et une partie sur le 3. On l'a enlevé uniquement pour la fin des travaux du numéro 3 rue du Roll. Parce qu'on a vu montant immobile en fait. Oui, tout à fait. Mais c'était le moment où on se demandait, et avec l'inspection du travail, si on pouvait mettre les ouvriers dans le godet de la grue. Voilà. Merci. D'autres interventions? Bien, passons au point du jour. Enfin, c'est ce point-là qui a fait que nous avons organisé un conseil municipal aujourd'hui. Il s'agit du jumelage avec la ville d'Albacete en Espagne, donc, qui est une ville coutelière. Je salue d'ailleurs Melcales Moreno, qui est un albacetino tiernois, qui est ici présent et qui est un peu le symbole des liens entre la ville d'Albacete et la ville de Thiers. Ce sont des liens anciens, puisque 2 villes coutelières, 2 villes qui ont déjà eu beaucoup à faire ensemble entre les différents couteliers. C'est une ville qui est beaucoup plus importante que la ville de Thiers. On a à peu près un peu plus de 170 000 habitants. Et par rapport au jumelage passé, on était plus sur des jumelages avec des villes de notre taille, mais pas forcément sur des jumelages
liées à des activités économiques, on est sur autre chose. Très clairement, on est sur une volonté de pouvoir travailler avec des villes coutelières. Il se trouve que la semaine prochaine aura lieu à Albacete quelque chose qui avait été organisé en parallèle avec le Salon Coutelia 2016 et 2018, qui était le meeting international des villes capitales de la coutellerie, des capitales mondiales de la coutellerie, donc qui sera organisé du 9 au 12 juin. Et donc la ville de Thiers, qui avait initié ce meeting, sera bien évidemment présente pour donner le relais à Albacete. Et on en profite donc pour organiser un jumelage, puisque comme vous le savez, le maire, le président du conseil départemental, un vice-président de la région Castilla-La Mancha était venu lors du l'avant-dernier salon coutelier maintenant, et nous avions eu l'occasion d'évoquer un jumelage entre nos deux villes, et particulièrement pour être en capacité d'échanger des lycéens, d'échanger aussi éventuellement entre le CFAI et des écoles, je pense particulièrement à l'école Amos Nuñez d'Albacete, que l'on puisse avoir un jumelage qui a un sens très lié à la coutellerie de capitale coutelière. Alors, Albacete c'est la ville la plus importante de Castilla-La Mancha. C'est un grand centre industriel de l'Espagne. Il y a la coutellerie qui est, on va dire, l'industrie historique, mais a pris le devant l'aéronautique, tout ce qui est lié à l'énergie, l'automobile, la robotique. Vous avez vraiment un grand nombre d'activités industrielles. C'est peut-être un des pôles industriels avec le Pays Basque, l'un des plus importants d'Espagne. Donc, du coup, on a, à mon avis, beaucoup à se dire, sachant que, par ailleurs, il y a un vrai enthousiasme de leur part pour être à nos côtés. Nous avons eu l'occasion, Martine Munoz et moi-même, de participer au conseil municipal d'Albacete qui approuvait le jumelage. C'était jeudi dernier, de mémoire. Et nous avons eu l'ensemble des groupes politiques. Alors, c'est une ville un peu plus importante que la nôtre, avec un formalisme plus marqué. On a toujours l'impression que l'Espagne est le règne de l'anarchisme, ce qui est en partie vrai, mais il y a un formalisme beaucoup plus marqué dans les réunions, et particulièrement dans les conseils municipaux, où les temps sont alloués par groupe, chacun prenant la parole les uns après les autres. Donc on a eu une unanimité allant de Vox jusqu'au PSOE. Donc on a Podemos, on a réussi à faire l'unanimité de l'extrême droite à l'extrême gauche. Bon, toujours est-il que je souhaite, avec cette ville, que l'on puisse poursuivre. Ils sont les deuxièmes à organiser ce meeting international des villes capitales de la coutellerie. Il y en a d'autres avec lesquels nous souhaiterions entamer des relations plus importantes, et au travers des musées que nous en avons en commun. Albacete a un très beau musée de la coutellerie. Alors, les freins qu'ils ont, c'est-à-dire le musée en lui-même, est plus beau que le nôtre. Par contre, les collections, ils reconnaissent eux-mêmes que les collections de Thiers sont les plus riches de l'ensemble des musées de la coutellerie sur au moins l'Union européenne. Et on voit qu'entre musées, entre étudiants, et évidemment au niveau culturel, au niveau des échanges aussi industriels, des échanges entre la population, nous pourrions être sur quelque chose de grande ampleur. Alors, ils ont un nombre de lycées qui est important, puisqu'ils ont 17 lycées publics, 9 lycées privés sous contrat, un lycée privé. Donc vous voyez qu'on n'est pas exactement pas tout à fait dans la même cour. Ils ont une université de Castilla-La Mancha, donc on est vraiment sur une ville plus importante que nous. Mais ce jumelage m'a été proposé à l'époque par
l'actuel maire d'Albacete, et on sent que on aura l'occasion de se revoir très souvent avec eux. Et donc je vous propose d'approuver le principe de ce jumelage. Annie Chevalier. Oui, moi c'est ou Claire ou moi, enfin, on fera un duo. Oui, bien sûr, nous approuvons le principe du jumelage, et puis c'est une histoire. Enfin, moi, je trouve que c'est un aboutissement heureux d'une histoire dont on parlait depuis quelques années, et finalement, c'est bien, c'est pas un jumelage artificiel, si je puis dire, comme on peut certaines fois en voir. Nous, on a lu la charte, et on se posait la question de, vous avez évoqué le nombre de lycées, d'enseignements, etc. Pourquoi il n'est pas mentionné, pourquoi ne sont pas mentionnés les échanges linguistiques et qu'il y ait déjà l'association, en plus bien sûr des relations économiques, culturelles, mais qu'il n'y ait pas l'association aussi de l'éducation nationale et que d'emblée on ne pose pas les principes d'organiser aussi des échanges linguistiques pour nos lycéens ou collégiens. Voilà. Alors, plus que des échanges linguistiques, c'est des échanges de lycéens, donc dans le cadre des programmes d'Erasmus. Donc évidemment, on est en train de voir avec certains lycées de Tiernois. On a déjà des lycées tiernois qui, je pense particulièrement à Germain-Tillon, où il y a des échanges sur la Finlande, enfin, des pays qui sont encore plus atypiques que ne peuvent l'être l'Espagne. Donc ça permettra aussi peut-être de construire d'autres choses. On était tout à l'heure en train de discuter avec le lycée Jean Zay sur un lycée, un événement qui s'organise en son sein sur la robotique. Et donc, il y a un concours international lié à la robotique, mais qui n'est pas encore en Espagne. Donc, on va essayer de voir avec eux si on peut le proposer. Et effectivement, alors, dans l'échange, il peut y avoir des échanges, enfin, dès lors qu'il y a échange, il y a un échange linguistique, hein, on est obligé de se parler en une langue. Et il se trouve qu'à Thiers, en général, beaucoup des élèves étudient l'anglais et l'espagnol, quelques-uns l'allemand, mais c'est particulièrement l'espagnol qui est utilisé en seconde langue. Donc, je pense que ça sera assez facile d'organiser ces échanges. Oui, enfin, nous, on s'est étonné que ça ne soit pas mentionné dans les buts d'anglais. Voilà. Nous sommes aussi cet avis, mais bon, si ça va de soi, tant mieux, ça c'est un bien indice. On l'a entendu. Oui, est-ce que parallèlement, vous avez envisagé avec les lycées tiernois, avec les lycées tiernois, la possibilité d'appariement? Un appariement. C'est le jumelage de lycée. Parce que Erasmus, ça concerne plus des individus, enfin, des départs individuels d'étudiants, alors que les appariements, ce sont vraiment un moment, deux établissements scolaires, la plupart du temps ce sont des lycées, qui décident de mettre en place Alors, à ce stade, des rencontres on a demandé. formelles. Et ça se fait souvent en parallèle, justement, Je comprends la question et qui me semble tout à fait pertinente, là, pour le coup. On est au moins sur la logique, vous m'apprenez le terme, mais on est sur cette logique-là, c'est-à-dire de mettre en binôme des lycées avec des lycées français, avec des lycées espagnols et des écoles françaises avec des écoles espagnoles. L'appariement peut être intéressant parce qu'il peut s'accompagner de financement. Parfait. Y a-t-il, Monsieur Terre, Oui, simplement profiter de cet échange autour de la coutellerie pour refaire part d'une réflexion qui a fait débat pendant les élections municipales, celle du portage d'une candidature à l'UNESCO au titre du patrimoine immatériel de la coutellerie. Je pense que ça peut avoir tout son sens, surtout si on retravaille en réseau avec les villes européennes. Ça peut être une candidature qui peut être portée en réseau avec trois villes européennes et qui aurait tout son sens entre Vichy et la chaîne la plaine de Limagne et la chaîne des Puys.
qui peut être fédératrice, importante, qui peut mobiliser le monde économique et finalement les habitants de ce territoire. Donc je me permets de relancer cette réflexion. On peut être aidé, on peut être accompagné. Il y a l'expertise du territoire de Vichy, il y a l'expertise clermontoise qui peut être partie prenante sur cette question-là. Donc voilà, je me permets de relancer cette idée qui n'est pas récente, hein, puisque bon, elle a fait débat dans le passé aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être la maturité aujourd'hui avec l'expérience notamment de Vichy et du département du Pays de Dôme d'inscription pour faire aboutir ou enclencher cette réflexion. Voilà. Alors, on aura l'occasion de voir avec l'ensemble des villes capitales mondiales de la coutellerie quels sont leurs désirs. On va déjà formaliser, pour l'instant c'est un réseau très informel, et donc on est en train, avec des allers-retours assez courants, on est en train de formaliser avec des statuts d'association qui regroupera l'ensemble des capitales mondiales de la coutellerie. Ce sera d'ailleurs une association de droit français, dont le siège sera au sein de cette mairie, qui permettra donc de coordonner l'ensemble de ces villes capitales mondiales de la coutellerie. Après, il y a déjà un travail en commun, on a eu l'occasion en 2016 et 2018 de bien avancer, en particulier sur toute la partie musée. Mais entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu un gap énorme de temps, puisqu'on a vécu cette phase de Covid qui a du coup ralenti et mis à part avec Albacete, c'est vrai que les liens avec les autres capitales mondiales de la coutellerie s'est retrouvé très, très amoindri par cette crise. Et donc il y a déjà un travail de remobilisation des acteurs de manière à ce que nous puissions être pleinement à la hauteur de futures ambitions. Plus on porte des ambitions hautes, mieux c'est. C'est la phrase d'Oscar Wilde, il faut avoir de grands rêves pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Mais déjà, essayons avec des petites actions de faire en sorte de se coordonner, d'avoir des habitudes de travail très habituelles et non pas tous les 2 ans, parce qu'en fait, le meeting est organisé tous les 2 ans, mais entre musées, c'est un peu plus courant, mais il y a encore un travail pour asseoir pleinement ce réseau qui est important. Juste par curiosité, quelles sont les autres communes, villes européennes, mondiales, je ne sais pas, qui ont investi autour d'un rassemblement ou ce réseau? Alors, on vous fera passer les listes de noms, mais vous avez un monument qui est vers des Timone. Avec les noms. Donc vous avez, voilà, ça va Guimarães en Portugal, vous avez Albacete, vous avez Tandil en Argentine, vous avez Zataos en Russie, qui ne sera certainement pas présent, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Vous avez Solingen en Allemagne, Sheffield en Angleterre, donc vous avez des villes. On avait un peu moins d'une trentaine de villes représentées au sein des 2 derniers meetings internationaux. D'autres interventions sur ce sujet? Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je me félicite de ce jumelage avec une ville d'Espagne, pays qui est cher à mon cœur. Alors, pour aller justement représenter la ville au sein à la fois pour organiser ce jumelage et aussi pour participer à ce meeting international des villes capitales de la coutellerie, nous avons besoin d'avoir un mandat spécial pour payer les frais de déplacement pour à la fois les 5 personnes qui représenteront la ville, donc les 2 co-premiers adjoints, Hélène et Claude, Martine qui parle espagnol et qui connaît très bien
on va dire, Albacete et l'ensemble du conseil municipal d'Albacete, et Sylvain Herman aussi pour sa délégation sur l'industrie au sein de Pierre de Montagne. Y a-t-il sur ce point des questions, des oppositions, des c'est-à-dire que nous, on s'interroge quand même sur, on est bien sûr d'accord sur le principe de voter. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro parce que sinon ça sert à rien. On est bien sûr d'accord sur le principe de implémenter notre ville à Albacete, ce meeting. Par contre, on s'interroge sur l'opportunité de partir à 5. C'est un peu un meeting international, c'est pas fait pour être seul. Quand ils sont venus sur Thiers, c'était une délégation, et heureusement, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de venir. Il y aura aussi des couteliers piamois, hein, on n'est pas les seuls d'ailleurs. C'est la question que vous posez. S'il y avait notre partenaire, s'il y avait des jumelage, alors, en fait, le jumelage, on profite de ce meeting international pour faire le jumelage. En fait, le gros de notre séjour aura lieu pour le meeting international de ville capitale de la coutellerie. En plus, bon, alors ce qui nous interroge aussi, c'est que le fait que le maire et les premiers adjoints, vous partez, je ne veux pas dire que vous laissez la maison, mais vous laissez souvent les clés à quelqu'un, mais voilà, c'est peut-être quand même les principaux. C'est pas l'usage. Voilà, ils sont quand même. Les deux adjoints s'en vont aussi, le maire. Je rappelle simplement qu'il y a aussi un minimum de courtoisie. Quand la délégation espagnole est venue à Coutellier l'an dernier, il y avait, je rappelle, le maire d'une ville de 172 000 habitants, des conseillers municipaux, le président du conseil départemental, on parle d'une délégation puissante, un vice-président du conseil régional de l'autonomie. Donc, le minimum, c'est qu'on soit à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour nous. Et de notre côté, il y a des représentants de la CCI, de la Fédération de la coutellerie. Alors, il y aura Philippe Fouet, il y aura Jean-Pierre Creil, et il y aura la ville sera bien représentée, en fait. La ville sera bien représentée, plus la ville. Voilà, c'est ce qu'on se pose. Farida, je vais juste compléter par rapport au propos de Stéphane. Certains d'entre vous ont été élus par le passé. Je crois que c'est la première fois où on fait quand même des livres, on joue la transparence et on dit voilà, vous avez des élus qui vont partir à Albacete et on passe en délibération. D'habitude, ce genre de choses, ça passait, on va dire, normalement, et ce n'était pas forcément explicité quand même en début. Moi, je ne vais pas aller sur le dernier mandat. Ah bah le dernier, oui. L'avant-dernier, c'était un peu plus... Des glorialités. Des glorialités. Non, mais je ne parle pas de transparence par rapport à une délialité. Le dernier, je ne sais pas si c'était pas. Il a même ouvert la porte. Ça, je voulais quand même le stipuler. Non mais Claude, on ne met pas en cause la transparence, on ne met pas en cause le fait qu'il faut une délégation suffisante. On ne parle que des élus, on n'a pas de vision globale sur la délégation. Donc, le comité de jumelage de sa place, ça c'est etc. Bon, on répond très bien. Et la deuxième chose, c'est vrai que ce n'est pas l'usage que le maire et les deux premiers adjoints quittent en même temps la commune. Il peut arriver un sinistre, il peut arriver des choses. Voilà. Et tu le vois au niveau gouvernemental, à tous les niveaux. Là, c'est un usage. Des règles de sécurité. Il ne parle pas longtemps. Et pour compléter, pourquoi il n'y a pas le comité de jumelage? Parce qu'il y a en même temps le jumelage à Bridge-North ce week-end. Donc il y a deux événements en même temps. Vous n'avez pas suivi. Il ne faut pas être pour des endroits en même temps. Il y en a qui partent à... Il y a un comité de jumelage qui va représenter la ville qui part à Bridge-North pour les fêtes. Et nous, on descend en délégation. En tout cas, si jamais il faut prévoir, dans le plan de sauvegarde, s'il y a un sinistre, qui devra prendre des décisions en représentation du maire. Certes, on a des téléphones, mais il faut quand même, et parfois, souvent, être sur place. Donc, il faudra désigner l'adjoint ou voir un conseiller délégué chargé de cette responsabilité qui sera interlocuteur des services de secours de l'État. Il y a 9 adjoints. Il y a 9 adjoints. C'est dans le tableau. C'est dans le tableau. Sauf Martine, je pense. Il y a 9 adjoints, il y a un DGS. Oui.
Oui, on a vu, il y a une phrase assez connue de comment il s'appelle, celui qui organisait les ballets russes. J'ai oublié son nom. Ça va trop loin pour nous. Il rencontre le roi d'Espagne, justement, Alphonse XII, et comme il organisait les ballets russes, mais qu'il ne faisait pas grand-chose, le roi d'Espagne lui fait remarquer qu'il ne travaille pas. Et l'autre lui répond, « Mais Majesté, je suis comme vous, je ne fais rien, je ne travaille pas, mais comme vous, je suis indispensable. » Bon, sur ces paroles, je dois faire voter donc, cette affaire. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et nous passons au point suivant, qui est une sollicitation d'une subvention auprès du département pour un pont. Et je laisse la parole à David Rossi. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit du fonds d'intervention communal donné par le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour l'année 2022. Et donc, il était question d'identifier des projets qui étaient assez matures pour pouvoir participer à ce fonds d'intervention. Donc, il vous est proposé de mettre comme projet celui qui est le plus avancé à notre avis, c'est le projet du pont d'accès à l'ère des gens du voyage. Donc vous avez le plan de financement prévisionnel dans la note de synthèse. Je me permets de les rappeler. Donc la maîtrise d'œuvre, les études à hauteur de 15 000 €, des travaux à hauteur de 325 000 €, les imprévus appels d'offres publication pour 15 000 €, et donc des recettes en euros hors taxes avec le département, le fonds d'intervention à hauteur de 66 740 € et la ville de Thiers pour fonds propres à hauteur de 288 260 €, soit un total de 355 000 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la sollicitation d'une aide financière au titre du fonds d'intervention communale 2022 auprès du conseil départemental, d'approuver le tableau de programmation 2022, d'approuver le plan de financement estimatif pour la construction du pont d'accès à l'ère des gens du voyage et d'autoriser Monsieur le maire à signer le document se rapportant à la présente décision. Alors, Monsieur Beaucourt, C'est égal, Jacques. Oui, je sais que tu avais été sollicité, mais comme il n'en est pas fait mention dans le texte, le pont il est prévu pour les usages agricoles également et le passage des pôles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par usage agricole. On a appris que certains avaient utilisé le pont avec un tonnage qui n'était pas adapté au pont. Et c'était pas totalement sans conséquence sur le résultat qu'il en est, que l'on voit aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir effectivement des tracteurs qui passent sur le pont, mais ça ne peut pas être des signes-remorques. On se comprenne. C'était le souhait des agriculteurs qui exploitent les terrains, parce que maintenant, c'est l'évolution de l'agriculture qui fait que les engins agricoles, ça se trouve être des poids lourds. Et effectivement, on est en train de parler aujourd'hui de pratiquement 400 000 €. Oui. C'est sur le financement d'ailleurs. Surtout qu'il y avait un ballon. Il y avait, bon là le tonnage, de toute façon le pont sera refait à cette hauteur de financement. On va avoir un pont qui va être très costaud, qui va permettre de faire passer pas mal de véhicules évidemment. Mais néanmoins, il faudra, si on discute avec les agriculteurs, pour des accès qui sera privilégié parce qu'il y a quand même aussi l'ère des gens du voyage. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'usage au niveau de ça. Ça serait bien quand même qu'il y ait une consultation des exploitants agricoles sur bien sûr. le tonnage, la largeur des engins. Tant qu'à faire un pont à ce prix-là, autant qu'il y ait ça. J'avais d'autres remarques. Il y a d'autres arrivées possibles. Comment D'autres arrivées possibles. Là, actuellement, apparemment, ils prennent un accès qui n'est pas vraiment réglementaire. Ça arrive possible, d'ailleurs, pendant longtemps, les gens de voyage vont traverser par le pont, sont placés, plonger la zone de Felay et ressortir par les ronds-points. Voilà, si on refait un pont, c'est qu'on pense qu'il a une utilité. Donc, oui, il y a quand même une aire des gens du voyage.
Oui. Et qu'ils doivent passer sur ce pont et qu'on les accueille pas forcément dans les meilleures conditions maintenant depuis un peu plus d'un an. Effectivement, il y a intérêt. Autre remarque financière, celle-ci. Bon, on a répondu à l'appel à projet public, mais vous avez sollicité la dernière, je suppose. Parce que ça, vous aurez 40% là-dessus. Là, ça nous laisse quand même près de 300 000 € à charge. Le plan de financement va être complété. Pour l'instant, on est en train de construire le plan de financement. Si on trouve d'autres si on a d'autres possibilités, on n'hésitera pas. Mais si vous, au début, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du vote du budget, on avait mis une somme, je ne me souviens plus la somme qu'on avait mis, mais c'était de l'ordre de entre 100 et 150 000 €. Donc on était très en deçà de ce qu'on imaginait suite à une étude un peu plus approfondie, et donc on est obligé de réévaluer, et c'est aussi pour cela que l'on fait voter ce point pour essayer d'avoir un plan de financement qui nous permette d'atténuer la charge de la commune. C'est éligible sans aucun doute à la DDR, c'est ultra prioritaire que de soutenir les communes qui font l'effort de leur des aires d'accueil. Donc on devrait avoir le taux maximum possible qui allégerait considérablement notre financement. Bien, y a-t-il d'autres interventions sur ce point? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et nous passons à l'affaire suivante, un règlement transactionnel. Toujours David de Rossi. Oui, alors il s'agit d'une vieille affaire qui date de 2018 sur les travaux qui ont été réalisés sur l'îlot Mercière. Donc en fait, il y a eu des soucis d'infiltration sur un bâtiment voisin. Il y a eu des investigations qui ont été menées mais qui n'ont pas permis de déterminer d'où venait l'origine de cette infiltration. Ça a été une lutte pendant plusieurs années avec les propriétaires de la parcelle. Il est proposé de régler cette affaire par un règlement transactionnel s'élevant à 1 781,25 € TTC. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'une transaction concernant la copropriété du 8-10 rue Terrasse et d'autoriser M. le maire à effectuer les démarches afférentes et signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions sur ce point? C'est bien négocié. Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors le point suivant, il s'agit de la structuration, vous savez, de la société publique locale Gaïa. En fait, cette société publique locale a deux actionnaires, Thiers-d'Or-et-Montagne et la ville. Et elle a aussi des liens avec les différentes entreprises à but d'emploi, 4. Et donc, pour assurer les transferts financiers entre d'un côté la ville et la société publique locale Gaïa, et de l'autre pour assurer à la fois les transferts financiers entre la société publique locale et les EBE et les transferts en termes d'action des entreprises à but d'emploi, nous devons voter sur deux points. Un, sur le règlement intérieur, qui lie d'une certaine manière la SPL avec ses deux actionnaires, la ville de Thiers et Thiers-d'Or-et-Montagne, et les accords cadres qui permettent d'expliciter les échanges monétaires entre les actionnaires et la société publique locale. Et donc, la manière de mettre en œuvre ces transferts sont explicités dans les documents que vous avez reçus. Voilà en quelques mots de quoi il s'agit. C'est un peu technique, la note est très technique et essaye d'aller au fond des choses pour que chacun ait l'information et qu'il puisse voter en conscience, mais on est sur quelque chose à la fois purement technique qui permet des échanges financiers entre les différentes structures. Y a-t-il des questions? Non. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, dernier point que nous avons voté aussi au sein de Thiers-d'Or-et-Montagne, il s'agit d'une convention tripartite avec l'université de Clermont-Auvergne. Il s'agit d'un
une sorte de document un peu symbolique pour mettre en place un certain nombre d'actions entre l'Université Clermont-Auvergne, Pierre de Montagne et la ville de Thiers, à la fois pour ce qui concerne l'offre de formation, les échanges étudiants, etc. En tout cas, on commence à formaliser quelque chose, et tout particulièrement vis-à-vis de ce que l'on pourrait faire au sein du club d'entreprise avec l'ensemble du bassin industriel et aussi au sein de ce que l'on porte, nous, pour ramener un peu de jeunesse au centre-ville. Donc, on peut imaginer un certain nombre de choses, et je pense particulièrement à ce que l'on imaginait au travers de la mise en place d'une mini-CTU pour pouvoir accueillir des Master 2 qui viendraient faire des études sur la ville, soit au sein d'entreprises, soit au sein des collectivités que nous sommes. Donc, on est vraiment là sur quelque chose de symbolique à ce stade, mais qui marque une direction et qui fait en sorte aussi, alors c'est le premier accord tripartite signé entre l'Université Clermont-Auvergne qui a une volonté de territorialiser son action au sein de l'ensemble du Puy-de-Dôme et un territoire, donc le nôtre, qui a répondu présent. Je le rappelle, hein, c'est aussi grâce à ça, ce travail avec l'université, on commence à être connu, mais simplement, pour l'instant, c'est vraiment des échanges informels. C'est le fait d'être connu qui nous a permis, le FNAM a interrogé l'université, qui cherchait une ville qui soit cœur de ville et dans le périmètre d'un territoire d'industrie. Et donc, tout de suite, l'université a fléché vers nous, le FNAM, et donc il y aura une offre de formation. C'est pas une offre en soi exceptionnelle, mais c'est un an de payback, et ça montre qu'un CNAM peut s'installer sur le territoire et que ça pourrait avoir un impact sur le long terme. Donc, on en est plutôt heureux, et on voit toutes les potentialités, pas encore le travail effectif, mais au moins les potentialités que cela peut avoir pour nous et pour le tissu économique du bassin carpin. Y a-t-il sur ce point des interventions? Non. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, dernier point, je vais laisser la parole à Sophie. Il s'agit d'une licence 4, donc on va dire qu'on a évoqué l'ensemble des points les plus importants jusqu'au plus liquide. Oui, merci Stéphane. Oui, suite à la fermeture d'un débit de boisson sur notre commune, la ville de Thiers souhaite acquérir la licence 4 de cet établissement afin de servir à notre ambition de redynamisation du centre-ville. Cette licence pourra être proposée aux futurs porteurs de projets sur les établissements en cours de rénovation ou aux créations si besoin, et ce pour la somme de 4 800 € hors frais de notaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Des interventions sur cette licence 4? Des oppositions? Non. Oui, non, mais c'est sur cette pratique. Moi, je ne connaissais pas cette pratique. Je trouve que ça s'assimile quasiment à du racket. Hein, cette vente des licences, que je trouve, moi je trouve que c'est une pratique critiquable. C'est très ancien. Oui, je ne la connaissais pas. Non, c'est pas l'État, une licence, c'est gratuit, c'est pas qu'il est gêne, c'est une pratique. On essaie de vendre et de faire monter les enchères. Alors on est bien obligé par réaliste parce qu'on veut récupérer la licence. L'établissement est quand même fermé depuis plusieurs années. Et c'est pas l'État. Pour une fois, c'est pas lui. C'est vrai que l'État les délibère gratuitement, mais après, on a un quota en fonction du nombre d'habitants, et du coup, effectivement, c'est créé un marché. Oui, mais pour ne pas les faire partir, ce que je vous disais l'autre jour. Voilà. Non, mais ça, je le comprends et je ne remets pas en cause la nécessité, effectivement, de préserver cette licence. Mais c'est quand même. On marche sur la tête. À partir du moment où un commerce, on pourrait dire logiquement, lorsque le commerce ferme,
eh ben, voilà, on remet la licence au territoire. À celui qui achète, ou à celui qui achète, ou le territoire récupère. On reviendra à la reviendra à la commune. Enfin, mais je dénonce la pratique et pas la décision de la maintenir et de la préserver pour faciliter. Mais il ne faut pas qu'elle parte, il faut qu'elle Non, reste sur le territoire. On est complètement d'accord, il faut la préserver, mais enfin, c'est quand même une pratique. En fait, on peut on dénoncer. de l'économie administrée. Voilà, c'est le résultat. Parce que le libéralisme voudrait arrêter ce genre de choses. Je ne sais même pas si ça existe ailleurs qu'en France. Hein. Le libéralisme, le communisme aussi. Il faut avoir des échanges. Il faut collectiviser les choses peut-être. Hein. Vous avez une idée de session sur un établissement ou... Ah bah, de toute façon, on a en vue les CPJ Calicot, on a la Fontenoy, on a le défi mode. Oui. Donc il ne faut pas stopper un porteur de projet qui n'aurait pas de licence. Tout à fait. Donc du coup, on les a sous le coude, on en a 2. Et maintenant, on pourra s'en servir à bon escient. Ouais, on va pouvoir délier. On pourra continuer à avoir attiré. Avant, on comptait comme il ne pas, je me rappelle. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, je rappelle qu'on a un conseil municipal le 16 juin, donc on a peu de temps, puisque c'est dans 14 jours. C'était le conseil qui était déjà prévu, c'est celui d'aujourd'hui qui a été rajouté suite au jumelage de la loi 7, et on en a un le 11 juillet. Peut-être je vais laisser la parole à Claude Bouillon-Chenot, puisque vous aviez sur vos tables le programme de la Camparina, et qui mieux que Claude pour nous en faire un peu une publicité engagée, dynamique, et qui vous donnera envie de venir sur cette Camparina. En tout cas, moi je suis plutôt heureux qu'on ait à nouveau le Camparina, parce que ça fait quelques années, pour 3 ans qu'on a eu le Camparina. Juste un petit point, vous avez trouvé sur vos tables le journal municipal ainsi que le programme de la Camparina. Alors, j'en profite pour remercier le service communication, mais l'ensemble des services qui ont travaillé pour la programmation et le montage du festival de la Camparina. C'était un travail juste énorme. Donc j'en profite pour remercier les services. Ce journal municipal, ce programme et également, on ne l'a pas mis sur table, mes destinations tiers seront distribuées à l'ensemble des Tiernois à partir de la semaine prochaine, donc je ne sais pas si ça va pas commencer bien. Donc l'ensemble des Tiernois pourront trouver l'ensemble des éléments sur la période estivale pour la ville de Thiers cet été. Petit point sur la Camparina, on part sur donc bloquez vos week-ends des 8, 9 et 10 juillet. Deuxième week-end de juillet, et non pas le premier, pour la bonne et simple raison que Europavox a programmé ce festival sur le premier week-end de juillet. Donc nous avons déclaré ce qui est plutôt, on va dire, quelque chose de bien, puisque les vacances scolaires, en fait, seront juste la veille. Donc je pense, par rapport à la logistique, à l'utilisation des cols Georges Sand. Et la fête de la fraternité aussi. Pardon? Il y a aussi la fête de la fraternité. Ça, c'est venu après. Si vous voulez, la Camparina, on connaît les dates depuis l'automne. Donc, 9-10 juillet, 3 jours. Je rappelle que c'est un festival gratuit, ouvert à l'ensemble des Tiernois, mais au-delà, aux habitants des communes, aux habitants du département, aux habitants de partout en France. Un plan de com qui va être dupliqué sur l'ensemble de la région, jusqu'aux portes de Lyon, l'ensemble de la région. Des groupes locaux, départementaux, régionaux, internationaux, on a essayé de respecter un équilibre pour que l'ensemble des publics puissent trouver une offre qui lui convienne. Deux vedettes internationales, donc je ne vais pas vous le redire, mais Kimber Rose et Group Imagination, pour ceux qui... je pense que tout le monde connaît. Le deuxième, la première. Et on est sur un format similaire aux années précédentes d'avant 2019. Donc, gros événement pour la ville de Thiers. Donc, j'espère sincèrement qu'il y aura un maximum de monde pour qu'on partage ensemble ces moments de convivialité, de fraternité, que chacun puisse se retrouver dans la ville. On vient de passer 2 ans un peu compliqués où les rapports humains ont été très limités. Donc c'est avec plaisir en tout cas que la ville de Thiers, les équipes, on a remis en place cette Camparina et on espère que
la population répondra présente pour ce bel événement et pour l'image de la ville. Claude, pendant ces quelques jours, on sera capable de les gens nous dire qu'on aura des solutions temporaires, des réponses. Alors, que l'état de la restauration est particulièrement inquiétant. Alors, si on se limitait à l'offre de la ville, ça serait plutôt restreint, puisque un événement comme la Pamparina, avec une météo favorable, c'est un événement à peu près à 30 000 personnes sur les 3 jours. On sait très bien que l'offre de restauration ne pourrait pas répondre à un tel afflux de population. Par contre, on a derrière plus de 15 food trucks qui seront présents, des associations qui vont monter des stands, qui vont proposer des boissons, de l'alimentation. L'offre alimentaire et l'offre sur le cadre de la Pamparina, on pourra répondre à l'ensemble des personnes. Donc tout ça a été prévu, anticipé. Venez nombreuses. Merci Claude, et puis merci effectivement à l'ensemble des services d'avoir participé. Je laisse la parole à Tarouana. Oui, merci Claude. Juste simplement une petite remarque de forme. Donc il y a une très belle affiche de Benjamin Spark, effectivement, un artiste franco-belge connu. Juste sur le titre, La Pamparina, festival de musique 100% gratuit, by Benjamin Spark. C'est quand même dommage d'avoir laissé cette mention-là, parce qu'on comprend que c'est La Pamparina by Benjamin Spark. Alors c'est pas du tout le cas, c'est un terme patois, je crois que même on le doit à Jean-Claude Potte. Et c'est dommage qu'il y ait cette confusion-là. Parce qu'on m'a fait la remarque, je n'ai pas marqué sur le coup, mais effectivement, c'est pas La Pamparina by Benjamin Spark. L'affiche, oui, mais pas Je suis d'accord avec toi, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a lancé une invitation à l'artiste Benjamin Spark, qui n'avait jamais réalisé jusqu'à présent d'affiches pour des événements, et pour notre grand bonheur, il a accepté cette invitation, et il nous a créé l'affiche Pamparina. Et naturellement, on s'est dit, cette année, la Pamparina, c'est vrai que c'était une petite signature de l'artiste. Alors, on avait évoqué pour les années futures, proposer à d'autres artistes le même type d'invitation. Et je suis d'accord avec toi, ça peut être juste un peu plus bas. On peut être en dessous, oui, c'est pas le bail. Alors tout le monde sait que la Pamparina, c'est pas Claude Mourchenoz. Y a-t-il des interventions, des questions diverses? Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, au nom de notre petit groupe, et c'est suite aussi pour conforter la réunion de la commission culturelle que nous avons eue mardi, où les co-directrices du conservatoire sont venues exposer et présenter l'évolution du conservatoire, son rayonnement, ses projets, enfin vraiment quelque chose de très très positif. Et cet enseignement de l'éducation musicale, de l'éducation de danse aussi, qu'on veut vraiment, et du théâtre, qu'on veut vraiment ouvrir à tous, être accessible à tous et être d'une pratique vraiment de haut niveau aussi, parce que on tient quelque part au conservatoire, voilà, au terme conservatoire. Il nous est venu l'idée parce que, bon, il m'a rappelé que début mai, j'ai assisté à l'enterrement de Jeannette Doury. Et Jeannette Doury a été, je peux dire, la créatrice de l'école de danse à Thiers dans les années 78-79. Et c'était une enseignante à l'école du Moutier. Elle a enseigné pendant 30 ans à l'école du Moutier. Elle s'est appliquée à côté de son métier, vraiment avec une grande assiduité, à faire en sorte que la danse soit d'une pratique accessible à tous, enfin, oui, le plus largement possible. Et vraiment, elle a été la cheville ouvrière au sens vraiment pur du terme de l'école de danse de Thiers. Et c'est elle qui a vraiment posé les premières bases et qui a continué à suivre, à encourager, etc. Et on a appris donc les travaux de la nouvelle école de danse, et au nom de notre groupe, je proposerai qu'il y ait une salle de cette école de danse qui porte son nom.
Voilà, cher maire, mes collègues, ce que je voulais vous proposer ce soir. Alors, Annie, je te remercie et je pense sans difficulté que la majorité municipale accédera à cette demande sans problème et il y aura une salle. Effectivement, À l'unanimité. D'autres questions? Écoutez, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des services de nous avoir permis d'organiser ce conseil municipal et d'avoir, sous la direction de Christophe Philippe, d'avoir permis d'organiser cette réunion. Je remercie la presse d'assister à nos travaux et je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.